avec avec un prisme interdisciplinaire. Donc, moi, j'ai aussi, en tant qu'archéologue, un parcours de géographe environnementaliste qui me permet d'aborder l'élément bois, donc le bois des épaves, d'une manière différente des historiens. Donc là, je vais le montrer justement quels sont mes positionnements, mes problématiques et les différents résultats que j'avais obtenus, avec une petite mise à jour aussi pour s'adapter aussi à la thématique qui est les cargaisons. Montrer aussi qu'il y a une évolution de la cargaison qui se fait en même temps que l'évolution de la construction navale. Donc, je commence déjà par les notions de base. Donc, la construction surbordée, c'est une construction qui repose sur la structure axiale et la structure longitudinale. Donc, comme on peut voir ici en bleu, c'est le bordé des navires. Donc, c'est la coque extérieure du navire qui est l'élément fondateur de l'architecture. Donc, toutes les structures mécaniques reposent sur le bordé ainsi que sur la quille. Donc, ça, c'est la construction typique antique. Ensuite, cette construction évolue, étant à se transformer en une construction membre première. Donc, c'est ce qu'on voit en rouge, c'est les éléments transversaux du navire, donc les membrures et les vègres, qui sont les éléments fondateurs de l'architecture des navires. Donc là, il y a toute une révolution mécanique qui s'opère aux alentours du VIe siècle. Donc la période étudiée va du IVe au XIe siècle. Donc je vais vous montrer pourquoi. Et donc il y a plusieurs interrogations qui se font à partir de cette évolution. Donc l'une des grandes interrogations de base était y a-t-il une évolution du tonnage à partir de cette évolution architecturale, et quelles sont les différences de cargaison. Est-ce qu'il y a une adaptation de la cargaison en fonction de la différence volumétrique des navires qui sont produits? Donc là, pour vous montrer un petit exemple d'une différence volumétrique qui peut être produite à partir d'une construction bordée premier, donc qui a une forme plutôt pincée, à une construction sur membrure. Donc là, c'est une construction de membrure à fond plat de type arrondi. On peut voir que pour un navire de même largeur, au niveau du mètre robot, nous avons un gain volumétrique qui s'opère. Ce gain volumétrique permet également, à partir de la forme, de recevoir des amphores de formes différentes. Pour les navires antiques, on connaît bien les amphores à pied, donc les dressels, qui s'adaptent au type de transport à fond pincé des navires. Et cette cargaison évolue vers des amphores globulaires, donc les globular amphora, les gunsénines ou les lettroma amphora. Donc les constructions membrures premières ensuite possèdent ce type de cargaison. Il faut savoir en même temps que l'évolution céramique se manifeste par la forme, le volume de la céramique, mais en même temps par le rapport poids-conteneur-contenu. Une amphore antique a un rapport de poids-conteneur-contenu de 1/10, c'est-à-dire que l'amphore pèse 10 fois le contenu qu'elle transporte, tandis que les nouvelles amphores, les lettroma amphora ou les gunsénines, ont un rapport conteneur-contenu de 1/1. Donc, ce qui allège complètement le poids de la marchandise, et ce qui permet également d'obtenir une cargaison aussi riche avec un tonnage réduit. Donc ça, c'est quand même significatif. À savoir également qu'à partir du IXe siècle, il y a certaines manifestations archéologiques et des témoignages historiques, donc des documents historiques, qui attestent de l'exploitation du tonneau comme système de cargaison pour les navires méditerranéens. Donc voilà, je montre par exemple un navire de Yin Capeux, une épave de Yin Capeux qui a été retrouvée avec sa cargaison. Donc ce sont des amphores gunsénines, des amphores globulaires qui ont été trouvés. Donc ça montre le profil évasé des navires durant cette période. Donc là, c'est autour du 9e, 10e siècle.
Donc là, c'est une partie de mon corpus qui montre l'évolution du système naval, donc du passage bordée premier à membre première. Cette évolution se manifeste archéologiquement par un relâchement du système de liaison du bordé Tenon-Mortaise. Donc on peut voir que les premiers systèmes de Tenon-Mortaise sont assez denses. Et ensuite, l'espacement de ce système s'agrandit avec un relâchement également des mortaises à l'intérieur voilà, des tonneaux. Donc, le corpus se démarre du 4e siècle de notre ère jusqu'au 11e siècle. Et petite précision, voilà, j'ai fait un code de couleur. J'ai mis en bleu les constructions de type bordé premier, en vert, en jaune-vert, les constructions de type mixte. Donc, nous reviendrons sur cette notion de construction mixte. Et en rouge, les navires de type membrure première. Cette manifestation et cette évolution technologique s'additionnent à d'autres évolutions technologiques, notamment l'utilisation de la voile latine, qu'on appelle également la voile triangulaire, qui s'atteste notamment à travers différentes iconographies aux alentours du 5e, 6e siècle. Et donc, comme je l'avais précisé pour les cargaisons, voilà, toute une modification aussi de la production céramique avec un allègement des amphores qui permet d'augmenter les capacités de cargaison. Donc, d'un point de vue géographique, mon corpus s'étend dans l'ensemble de la Méditerranée. Cela s'explique par un souci de comparer les différentes zones culturelles en construction navale, mais également du simple fait que les épaves sont des sites archéologiques mobiles de par leur définition. Et donc, on ne peut pas circonscrire une zone locale pour analyser une zone locale en archéologie navale. Mais on s'aperçoit que les premières manifestations archéologiques d'une modification de la construction navale se situent majoritairement en Méditerranée orientale, notamment sur les sites de Dor d'Antoura, qu'Emmanuel connaît très bien, et le site de Yenikapeu qui a fait l'objet de fouilles dès 2001-2002. Et donc les analyses sont toujours en publication et voilà, toujours en cours. La première manifestation d'une construction mixte est celle de l'épave de Yassiada II, donc, qui est datée du IVe siècle et qui se situe, excusez-moi, dans le sud de l'Anatolie actuelle, donc dans la mer Rhodienne. La première manifestation d'une construction membrure première est celle de l'épave de Dor 2001, qui est datée au VIe siècle de notre ère, et donc qui se trouve sur le site de Dor Tantoura en Israël actuellement. Donc voilà, je montre encore une fois le corpus d'épave et on peut s'apercevoir déjà à première vue que l'évolution de la construction navale n'est pas linéaire. Donc nous n'avons pas une distinction claire entre le passage bordé premier et membrure première, et on s'aperçoit qu'il y a des constructions mixtes qui peuvent survenir assez tardivement, donc jusqu'au Xe siècle. Je fais un bref passage historiographique pour montrer tout le cheminement qui a eu lieu en archéologie navale sur cette problématique. Donc, les premières études faites sur ce sujet ont été faites au 19e et voilà, jusqu'à jusqu'au milieu du XXe siècle, excusez-moi, avec majoritairement des études sur des sources écrites et iconographiques, et en définissant un paradigme disciplinaire. Donc c'est là où on a la mise en place de la discipline de l'archéologie navale en tant que telle. Donc voilà, on ne peut pas encore parler d'archéologie sous-marine parce qu'il n'y a pas encore les techniques de plongée qui permettent d'étudier le corpus directement. Donc ce sont de l'archéologie navale avec notamment aussi de l'archéologie terrestre. Les premières problématiques de la méthode membre première apparaissent donc avec l'arrivée des techniques de plongée et donc l'accès aux sources directes. L'épave
est considéré comme un ensemble architectural, ce qui n'était pas le cas avant. On étudiait certains éléments architecturaux, mais on ne considérait pas l'épave comme une unité même archéologique. Et la description de l'objet est typologique. Donc, on commence à classer et à faire des typologies des éléments architecturaux. Dans les années 60, il y a la nouvelle archéologie qui apparaît. Ce sont là les premières fouilles touchant donc, au corpus des épaves. Il y a des premières études méthodologiques et systémiques qui apparaissent également, donc avec voilà, c'est comme un protocole analytique qui est mis en place. Cette problématique continue et avec l'arrivée du matériel informatique qui permet d'accueillir des bases de données et d'affiner les éléments archéologiques. Donc l'épave est considérée comme un système technique. On peut déceler à partir de cette unité archéologique un système technique et d'identifier voilà, la chaîne opératoire qui s'opère pour construire un navire. Et c'est durant cette période. Et c'est durant cette période que la notion de construction mixte apparaît. Donc nous avons là le premier schéma d'évolution archéologique, donc une évolution qui est une mutation dans la notion de mutation, donc d'un passage bordé premier à construction mixte, à membrure première, avec une construction mixte qui est assez floue, une notion quand même qui reste, ma foi, assez floue entre la notion de bordée premier et de membrure première. Il vient ensuite, à la fin du XXe siècle, une période de réflexion et de repositionnement disciplinaire. Il y a énormément de phases théoriques qui arrivent à partir des productions archéologiques qui ont été faites précédemment. Une ouverture disciplinaire aux sources ethno-archéologiques, à l'expérimentation également, à différents projets, voilà, une ouverture disciplinaire qui se fait dans cette période, ainsi qu'une plus grande structure des notions de principes et de procédés de construction. On arrive à distinguer des familles de construction et, grâce aux chaînes opératoires, déceler des signatures architecturales. À la fin des années 90 et au début des années 2000, il y a des projets interdisciplinaires qui se font. Notamment, l'un des plus connus en France, c'est celui du projet interdisciplinaire dendrologique de Frédéric Libal et de feu Patrice Pommet. Il y a un intérêt des analyses pour le matériau bois. Et nous avons une distinction également des notions de plank first et de frame first. Donc, de savoir voilà, quand est-ce que déceler si une construction mixte est plutôt de tradition bordée premier ou membrure première. À la suite, voilà, nous avons deux hypothèses qui se font, une notion de rupture de cette évolution ou une notion de mutation. Et donc, je n'ai pas voulu mentionner les années 11 aux années 21, voilà, la dernière décennie, mais la dernière décennie, c'est plutôt une progression disciplinaire. Donc, on a arrêté d'être dans une ouverture interdisciplinaire et on est voilà, dans l'analyse disciplinaire des découvertes archéologiques qui se font actuellement et des publications aussi. Donc voilà, je montre les deux principales hypothèses qui sont mises en avant pour visualiser l'évolution bordée premier à membrure première. Donc l'hypothèse A, nous avons une évolution en mutation. Donc ça veut dire que cette évolution s'inscrit dans un même cadre culturel et dans un même cadre régional. Et l'hypothèse B, cette évolution est une rupture, c'est-à-dire que la construction mixte marque la transition entre deux principes qui sont d'origine culturelle différente. Donc, la synthèse historiographique de ces analyses concernant cette problématique la plus visible à travers la publication qu'a faite messieurs Pommet, Khanaf et Ritz,
donc, qui date de 2012, qui montre différents foyers culturels de ces différents types de constructions. Donc, le premier type, c'est un type impérial romain occidental, donc, qui définit la construction bordée premier. Le deuxième type est un type continental républicain romain et grec occidental. Donc là, ça définit les constructions mixtes qui se situent dans cette zone. Un type byzantin grec oriental également. Donc là, nous avons une culture continentale mais orientale de cette même construction mixte. Un type fluvial oriental. Et enfin, un type à fond plat. Donc c'est comme l'épave de Nicape que je vous ai montré, c'est des types à fond plat oriental. Et donc nous pensons, donc les recherches en cours pensent que c'est le type fluvial oriental qui est la zone précurseur de ce mode de construction membrure première. Il y a toutefois des limites interprétatives dans le cadre des recherches en archéologie navale sur cette question. La première limite, c'est que la construction mixte n'est pas véritablement une architecture de transition au regard des analyses archéologiques. On s'aperçoit que cette construction mixte englobe, comme on l'a vu là précédemment sur les cartes, différentes zones culturelles. Et donc, c'est une notion qui reste encore assez floue et assez inintelligible. La deuxième limite, c'est que les origines, les raisons et les mécanismes des diffusions de ces innovations ne sont pas encore identifiables. Donc là aussi, ça pose une question de connaître qui sont les précurseurs de ces innovations technologiques, pour quelles raisons y a-t-il eu ces innovations et comment ces innovations se sont diffusées. Le bilan historiographique montre que ces relations découlent des progrès d'enregistrement des données, de documentation archéologique et de nouvelles hypothèses. Donc, on s'aperçoit également que les limites archéologiques actuelles peuvent être dépassées par, encore une fois, un développement de l'ouverture disciplinaire. Voilà, un développement du champ analytique de la discipline qui s'étoffe et qui s'élargit, notamment à partir des études du bois des épaves, qui permettent d'obtenir un nouveau champ sématique et de nouvelles problématiques. Donc là, je le fais brièvement, c'est de quelle manière je me positionne. Donc, je me positionne d'un point de vue interdisciplinaire, comme vous avez pu vous en douter dans mes explications. Je tourne principalement, je m'appuie principalement autour du bois des épaves comme analyse archéologique. Et cette analyse interdisciplinaire est nécessaire dans des périodes de transition comme celle de la période byzantine, car nous avons des carences archéologiques durant ces périodes. Donc, nous avons également des hiatus, que ça soit sur la détection des zones portuaires, mais également sur un corpus d'épaves qui reste encore à développer. Et c'est pourquoi cette position interdisciplinaire est doublement nécessaire durant cette période, pour étudier cette période. Donc, je défends deux thèses. La première thèse est que l'archéologie navale, comme discipline, offre un potentiel très riche pour construire un langage paléo-environnemental. Il y a très peu de sites archéologiques, que ce soit terrestres ou sous-marins, qui permettent d'obtenir des données paléo-environnementales. L'archéologie navale sous-marine, avec le bois des épaves, permet d'obtenir ce type de données. Donc, des données de deux types, directement sur la localisation des épaves. Donc, ce sont des données intrinsèques au contexte archéologique. Donc, de quelle manière est positionnée l'épave? Cela peut indiquer des indications sur les différences de courant marin, où est-ce que l'épave a échoué. Ça peut également donner des indications sur une évolution de la ligne littorale ou en zone fluviale sur un changement du lit fluvial. Et des indications sur le bois des épaves. Donc, le bois des épaves donne des informations sur les exploitations des anciennes zones forestières, sur
la réflexion des zones d'approvisionnement en bois, de quelle manière on s'approvisionnait en bois, est-ce que c'était un approvisionnement à longue distance, à courte distance, voilà. Il y a voilà, des données qui apparaissent sur les mécanismes de réflexion des charpentiers pour obtenir du bois. Et évidemment sur reconstituer les anciennes zones forestières. Et ça peut également donner des indications sur d'éventuelles évolutions climatiques également. Il y a l'autre thèse défendue qui est une interdépendance des contextes économiques, techniques et environnementaux. Donc là, je parle de lien de causalité, c'est qu'on a tendance, pour expliquer une évolution technologique, à ne considérer qu'une seule cause et non prendre une causalité plurifactorielle. Et en cela, l'analyse plurifactorielle est nécessaire pour pouvoir distinguer quelles sont les causes et les conséquences d'une évolution technologique. Et le bois des épaves permet également d'obtenir des données simultanées pour avoir des données économiques, techniques et environnementales. Encore une fois, donc on peut voir que le bois des épaves apparaît comme objet d'écofact et comme objet d'artefact. C'est pourquoi j'utilise le bois des épaves comme langage interdisciplinaire, car ça permet voilà, d'obtenir des données sur un triple contexte simultanément. Et c'est l'un des seuls objets archéologiques à pouvoir obtenir simultanément des données environnementales, économiques et techniques. Donc, à partir de ce positionnement, j'émets une troisième hypothèse d'évolution. Donc, ce n'est pas une évolution-mutation linéaire ou une évolution en rupture, ça serait plutôt une évolution cyclo-évolutive. Ça voudrait dire que nous avons une évolution technologique qui apparaît. Cette évolution technologique influe sur les conditions environnementales, donc sur l'exploitation des zones forestières, sur une modification de l'environnement. Cette modification environnementale conduit également à une adaptation technologique et ainsi de suite. Donc là, nous avons, avec ce schéma, des foyers d'adaptation technologique à différentes conditions environnementales et économiques et techniques. C'est une vision qui n'est pas linéaire. Donc, la construction mixte, nous verrons dans les résultats obtenus, n'est plus considérée comme une construction de transition. De ce fait, les résultats montrent que ce schéma bordé premier, construction mixte et construction membre première devient obsolète dans le langage historique. On peut s'apercevoir que pour des sites archéologiques, pour des mêmes sites archéologiques, nous avons sur des mêmes périodes, dans des mêmes zones géographiques, des épaves de construction architecturale différentes. Par exemple, à Dor-Tantoura, nous avons au 5e, 6e siècle, Dordé et Tantoura A, donc qui sont sur ce même site, et Dordé est de construction mixte, tandis que Tantoura A est de construction membre première. Ce qui signifie que les charpentiers côtoyaient des constructions, des types architecturaux différents, mais voilà. Donc il y avait connaissance de différents types architecturaux. Cela s'aperçoit également sur le site de Yenikapeu, où nous avons des épaves de construction mixte et des épaves de construction membre première. Voilà, c'est ce que je montre ici. Cela montre également que les zones culturelles que nous connaissons de ces types de construction ne sont pas aussi hermétiques aux innovations et aussi exclusives que nous le pensions, jusqu'avant. Là, je montre des résultats faits à partir du bois même des épaves. Donc, j'ai distingué en bleu les bois souples. Donc, ce sont principalement les caducifoliés. Nous avons en rouge les bois denses. Donc, les bois souples, ce sont les conifères. Les bois rouges, les bois denses, ce sont les caducifoliés. Et ce que vous pouvez voir en jaune, ce sont des bois mixtes. Donc, c'est des mélanges entre ces deux familles de bois.
Donc, j'ai distingué ces familles de manière vernaculaire. En fait, c'est pour comprendre la réflexion des charpentiers. Donc, je ne l'ai pas distingué de manière dendrologique comme telle. Donc là, j'utilise voilà, une distinction, on va dire, empirique pour comprendre de quelle manière se manifeste cette distinction architecturale. Et donc, on peut s'apercevoir qu'en effet, il y a une différence mécanique des propriétés mécaniques du bois en fonction du type architectural. Donc, pour les constructions des types bordés premiers, nous avons majoritairement l'utilisation de bois souple. Donc, cette utilisation de bois souple est nécessaire pour obtenir une souplesse de la carène, car c'est la carène qui est l'élément fondateur de cette architecture. Pour les constructions mixtes, nous avons majoritairement des bois denses, donc des bois solides. Et pour les constructions membres premières, ce qui est étonnant, c'est que nous avons une irrégularité des types d'essence. Là, je me suis attardé sur les constructions mixtes pour montrer qu'à l'intérieur des constructions mixtes, il y a différentes familles architecturales. Donc, notamment les épaves de Ninkapö. Les épaves de Ninkapö qui sont de construction mixte, mais qui possèdent majoritairement donc des bois denses, contrairement aux autres constructions mixtes du corpus qui voilà, ont plusieurs types de bois, notamment pour les virures, donc pour la construction longitudinale, du bois souple. Donc, il y a différentes propriétés mécaniques qui se manifestent au regard de ces discriminations. Donc là, je vous montre un schéma d'un tableau, enfin un tableau de résultats un peu compliqué et un peu illisible, mais c'est assez simple à comprendre. Donc là, en bleu, encore une fois, c'est les constructions de bordés premiers. Donc on peut voir que majoritairement, ces constructions ont des conifères comme bois de construction, que ce soit pour la structure axiale, la structure longitudinale et la structure transversale. Nous avons les différentes épaves de construction mixte et donc nous pouvons voir qu'à l'intérieur de ces navires, il y a différentes signatures architecturales et différentes manières d'utiliser ces constructions mixtes, donc avec des bois qui peuvent être souples au niveau longitudinal ou des bois qui peuvent être durs au niveau longitudinal sur les épaves de Ninkapö. Et on peut voir ce qui est intéressant, c'est que pour la construction de type membre première, il n'y a pas réellement de logique qui se manifeste. Et c'est cette dernière technique de construction, la construction membre première, où il y a le plus de variété d'essence de bois. Donc, voilà, ce qui laisse penser, soit en hypothèse qu'il y a une raréfaction des ressources en bois durant ces périodes ou avec ces techniques, soit que cette technique de construction permet d'utiliser n'importe quelle essence de bois. Donc, ce qui serait un avantage aussi architectural et ce qui sera un avantage économique dans la construction. À partir de là, de ces résultats dendrologiques, j'ai distingué différents types de construction navale. Donc, le bordé premier, classique de tradition antique, avec les épaves de Parvendre 1, Dramont E et F, donc de tradition occidentale. Une construction mixte occidentale avec les épaves de Parco di Teodorico, Fiumicino et Pantalo Langarini, qui ont aussi une culture de marée ou fluviale. Donc, ce sont des navires à fond plat. Une construction mixte orientale et une construction donc, de Ninkapö que j'ai appelée bois premier. Donc, c'est une construction qui alterne entre des techniques membres premières et bordées premiers. Donc là, c'est vraiment des constructions mixtes. Mais ce type de construction est vraiment spécifique et permet d'utiliser voilà, n'importe quel type de bois caducifolié. Donc, c'est vraiment une technique spécifique qui se dégage de ce site archéologique. Et enfin, la construction membre première qui
voilà, qui repose principalement sur la structure transversale. On peut voir encore une fois que différents types de constructions coexistent sur les sites de l'INCAPE et de DOR Tempura. Donc là, j'ai mis les préférences décroissantes des bois utilisés pour chaque type de construction. Pour le type bordée premier et membre première, on peut s'apercevoir qu'on utilise majoritairement du pin. Et ensuite, c'est majoritairement des conifères pour le type bordée premier. Et voilà, c'est assez varié pour les types membres première, comme je l'ai dit. Voilà, c'est ce type de construction qui possède le plus de variétés de bois. On peut s'apercevoir aussi qu'il y a un effet de balance, de vase communicant entre l'utilisation de chêne ou l'utilisation de l'orme dans les épaves. Donc, ça peut montrer soit une raréfaction du chêne, et dans ce cas, on utilise de l'orme. Cette balance et ce vase communicant existe aussi pour le cyprès et le chêne. Le cyprès, qui est une des signatures des constructions mixtes et qui n'apparaît pas du tout sur les constructions des épaves de l'INCAPE. Donc, ça montre là aussi que les épaves de l'INCAPE ont une singularité propre voilà, qui se distingue encore des constructions mixtes. Donc là, on essaye de montrer les différentes origines à partir de ces types de constructions. Donc mais voilà, ça reste encore hypothétique. Et avec ce positionnement, on peut s'apercevoir que les charpentiers voilà, peuvent avoir connaissance de plusieurs types architecturaux, mais s'adaptent en fonction de leurs conditions. Les limites de cette approche sont que la problématisation n'est pas reproductible. C'est vraiment une problématisation qui s'applique à cette période et pour cette problématique d'évolution architecturale. Il y a une diversité des données qui complexifie leur collecte. Donc là, la diversité des données, c'est aussi dû à la conservation des navires, donc à la conservation des épaves, des sites archéologiques, mais également à l'intérêt que portent les archéologues sur ce type de questions. Donc on n'a pas forcément des publications qui permettent d'obtenir des données sur le bois des épaves. Nous pouvons aussi avoir des biais interprétatifs et des risques de surinterprétation avec le faible taux de données du corpus. Une hétérogénéité des données recueillies lors des fouilles. Donc, c'est ce que j'ai mis. Il faudrait qu'il y ait un protocole qui permette d'enregistrer systématiquement, de normaliser les fouilles pour obtenir les mêmes types de données. Et enfin, une limitation du corpus. Mais de ces limites, nous pouvons toujours avoir des perspectives. Donc, pour les problématisations non reproductibles, nous pouvons avoir un travail en équipe, donc interdisciplinaire, qui facilite cette étape. Une interrelation est déjà identifiable avec la diversité des données. Pour les biais interprétatifs, c'est c'est avec la progression même de ce positionnement. Nous avons un affinage progressif des données qui atténue un risque de surinterprétation. Et enfin, une normalisation est nécessaire pour enregistrer toutes les techniques architecturales. Donc, la normalisation existe en architecture navale, mais elle est encore faible pour enregistrer toutes les données intrinsèques au bois. Donc, voilà, je vous remercie de votre écoute.